la chance. Moi, j'étais plus tôt. Bonjour Aurore Berger. Merci beaucoup d'être notre invité politique ce matin, député des Yvelines, président du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale. On va commencer par le plan de sobriété. C'est à la une de la plupart de nos quotidiens régionaux ce matin. Plan de sobriété présenté hier par le gouvernement. 15 mesures qui incitent les Français à adopter des gestes pour réduire leur consommation, mais qui encouragent aussi le télétravail et qui donnent aussi des recommandations pour les entreprises, les administrations. Bon, alors, il n'y a pas d'obligation, il n'y a que des incitations. Vous pensez vraiment qu'avec uniquement des incitations, on peut atteindre l'objectif qui est le vôtre de réduire la consommation d'énergie de 10% d'ici 2 ans? Il y a quand même des obligations pour l'État. C'est-à-dire, on part du principe que c'est d'abord l'État qui doit être exemplaire avant de demander évidemment un certain nombre de mesures pour les Français. Donc ça, c'est très clair et je pense que c'est un bon point de départ et de principe. On s'applique d'abord à nous-mêmes, ce qu'on souhaite ensuite que d'autres puissent s'appliquer. Et ensuite, je crois que oui, parce que en vérité, ce que nous disent aujourd'hui nos concitoyens, c'est concrètement, qu'est-ce que je peux faire ? Et quel est l'impact que ça? Parce que c'est très difficile de mesurer l'impact des mesures que l'on peut prendre. Quand on dit le chauffage à 19 degrés ou ce genre de choses, eh bien, en effet, réduire de 10% tous notre usage en fait de l'énergie, c'est assurer notre capacité aussi à pouvoir dans de bonnes conditions avoir accès à cette énergie tout au long des mois qui seront les plus difficiles, on va dire, les mois d'hiver. Et puis c'est aussi un enjeu sur la question des prix et la baisse des prix, c'est-à-dire baisser la consommation. Évidemment, ça a un effet direct sur la baisse des prix. Or, on le voit bien, l'inquiétude majeure aujourd'hui de nos entreprises, de nos collectivités locales, c'est comment faire face à la hausse de la facture. Donc, c'est les deux effets. C'est à la fois un enjeu écologique, un enjeu de sobriété, mais c'est aussi une incitation très puissante parce que ça permet de baisser les prix. Et elle inscrit, Elisabeth Borne, cette sobriété dans le temps long. Est-ce que ça veut dire que dans les mois à venir, si on voit que les objectifs ne sont pas suffisamment atteints, il pourrait y avoir des obligations, notamment pour les entreprises et pour les administrations? Alors, les entreprises, elles ont peut-être pour les ménages. Alors, elles ont pris aujourd'hui des engagements volontaires, mais en vérité, c'est leur intérêt de les tenir. C'est leur intérêt vis-à-vis des Français, parce que les Français attendent des entreprises qu'elles soient vertueuses et qu'elles s'engagent. Je crois que celles qui ne le feraient pas se mettraient un peu sur le banc de touche par rapport à celles qui s'engagent très concrètement. C'est leur intérêt aussi, là encore, d'un point de vue économique, parce que la facture énergétique de toute façon de nos entreprises a tellement augmenté dans des proportions qui sont déraisonnables. Et ça, c'est tout l'engagement qu'on a aussi au niveau européen. Parce qu'on voit bien aujourd'hui que les prix ne reflètent pas la réalité. Et c'est bien l'enjeu qu'on a de se dire qu'on doit avoir des stabilisateurs pour que les prix, enfin, reviennent à un niveau normal. Je crois qu'aujourd'hui, honnêtement, tout le monde veut s'engager, tout le monde a intérêt à s'engager. Si on devait aller plus loin, ça se regarde évidemment. On a pris un certain nombre de mesures réglementaires. La question des publicités lumineuses, par exemple, ça c'est une disposition réglementaire qui fait qu'à un moment, l'État prend ses responsabilités pour faire respecter finalement des mesures de bon sens. Il n'y aura pas de retour en arrière, on s'inscrit dans des restrictions qui pour le moment sont des incitations, mais qui sont quand même des restrictions dans le temps long. Je crois qu'on est pas vraiment sur des restrictions, on est quand même encore une fois sur des mesures de bon sens qui sont attendues par les Français, qui sont pertinentes et nécessaires sur des enjeux écologiques, énergétiques et qui ont aussi un impact économique important. Sur le budget, puisque ce sera le texte à examiner dans les prochains jours à l'Assemblée, Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, souhaite que ce budget tienne compte des débats dans l'hémicycle et que ce ne soit pas juste la copie du gouvernement. C'est ce que vous souhaitez aussi ? C'est ce qu'on souhaite et c'est ce qui sera fait. On entend beaucoup parler, je vais anticiper sur la prochaine question, sur le 49.3, la manière avec laquelle le budget pourrait être adopté. Même s'il y a usage du 49.3, vous le savez, à la fois ça arrête le cours des débats au moment où c'est utilisé, mais ça n'empêche pas de dire que ça n'est pas la copie initiale qui va être adoptée. Ça veut tout à fait dire qu'on peut décider d'utiliser le 49.3 parce que on voit bien que les débats ne permettront pas, en fait, d'avoir un vote qui sera un vote positif de l'ensemble de l'Assemblée nationale et qui permettrait l'adoption du budget, mais dire aussi, c'est pas la copie initiale qu'on veut, c'est aussi les aménagements qui ont été proposés par la majorité et par un certain nombre de propositions d'opposition. Qu'est-ce que vous allez proposer, vous, avec votre groupe Renaissance, comme aménagement, comme amendement dans ce budget? Qu'est-ce qui ne vous convient pas? Qu'est-ce qu'il faut améliorer? Alors, ce qu'on améliore déjà, et ce qui est des votes qui sont intervenus en commission, il y en a plusieurs. La question énergétique, on en parlait, elle sera évidemment au cœur des débats budgétaires. C'est à la fois un élément de contrainte budgétaire, parce que le bouclier tarifaire, parce que l'accompagnement des collectivités, l'accompagnement des entreprises, c'est un coût, évidemment, pour les finances publiques. Donc, ça contraint aussi d'autres pans du budget. Donc, sur les collectivités, il faut en faire plus?
il faut faire plus. Et c'est d'ailleurs ce qu'on a fait adopter, nous, en commission des finances. C'est notre rapporteur général qui l'a souhaité, de manière évidemment à mieux accompagner les collectivités. On le voit bien, on a des collectivités, notamment je pense à nos communes, qui sont aujourd'hui, j'allais dire, vulnérables par rapport à des contrats qu'on leur propose et qui ne peuvent pas accepter de signer des contrats qui font x5, x6, avec des questions très concrètes qui se posent sur est-ce que le centre de loisirs peut être maintenu en activité, est-ce que la piscine va continuer à tourner, et qui du coup ont des impacts évidents, concrets sur la vie des Français. Donc ça, oui, évidemment, on va renforcer notre soutien aux collectivités locales, comme on va renforcer... Mais jusqu'où? Parce que vous entendez, les élus, ils demandent l'indexation de la dotation globale de fonctionnement sur l'inflation. Il faut aller jusque-là? Je crois pas. Et je pense pas d'ailleurs qu'il faille traiter de la même manière toutes les collectivités locales. Toutes n'ont pas j'allais dire le même niveau de vie, toutes n'ont pas les mêmes capacités à faire face. Que vous soyez une commune, que vous soyez un EPCI, que vous soyez un département ou une région, vous n'avez pas les mêmes moyens pour faire face. Donc pour vous, il faut cibler sur les communes et les petites communes? Je pense qu'il faut en effet cibler d'abord sur ce qu'on appelle le bloc communal, parce que c'est elles qui sont en direct avec nos concitoyens, c'est elles qui peuvent être encore une fois les plus vulnérables par rapport à l'envolée des prix de l'énergie et qui n'ont pas forcément la capacité à négocier leur contrat. Donc oui, il y a cette attention-là qui est très forte et nous, on va venir renforcer ces moyens-là. Pareil, renforcer le soutien à nos entreprises. Aujourd'hui, TPE, nos PME, je pense par exemple à nos artisans, disent là, on a juste un risque très clair, c'est de fermer. De ne pas être en capacité, encore une fois, de faire face. Parce que certains d'entre eux voient malheureusement parfois une consommation qui baisse, moins de contrats du fait de l'inflation, et dans le même temps des prix de l'énergie qui augmentent. Donc, à un moment, ils vont devoir choisir, équilibrer, et le risque, c'est qu'à un moment, ils ne puissent plus faire face. Donc, c'est un risque très important pour l'emploi. Encore une fois, toutes les mesures qu'on prend quand on parle de sobriété énergétique, c'est pas un coup de com', c'est un enjeu majeur pour faire face au risque économique qui est derrière et qui est notamment un risque sur l'emploi pour les Français. Donc ça, c'est des mesures très puissantes qu'on a votées. On veut aussi réorienter les investissements des Français. Par exemple, on a fait adopter la déduction des intérêts d'emprunt qui peuvent être réalisés par les Français quand il s'agit d'une acquisition ou de travaux qui vont vers de l'immobilier vert, qui vont vers des travaux énergétique. Et ça, je crois que verdir au maximum en fait la manière avec laquelle on dépense l'argent public, je crois que c'est une bonne chose. Puisque vous me parliez tout à l'heure du 49.3, pour vous, il est inévitable maintenant sur ce texte? Disons que les oppositions nous invitent à l'utiliser. C'est-à-dire qu'à partir du moment où elles ont dit, avant même l'examen du budget, avant même de connaître finalement les termes du débat, que quoi qu'il arrive, elles ne le voteraient pas, on sait très bien que la seule manière de pouvoir faire adopter le budget, c'est en effet d'utiliser cet outil qui est prévu par notre Constitution. Et je crois que les Français l'ont compris. Et je ne vois pas, en fait, la difficulté que ça poserait. L'enjeu, c'est quoi? C'est qu'il y a un débat. Ça, c'est certain. C'est pas écraser le débat en disant que dès le premier jour, immédiatement, on l'arrête. C'est évidemment que le débat existe, mais c'est aussi qu'il existe dans des bonnes conditions pour être intelligible et surtout qu'il permette à un moment des avancées dans les deux sens. On l'a fait cet été. Cet été, on a réussi à avoir vraiment du compromis, y compris sur un texte qui était un texte budgétaire. C'est-à-dire qu'on a fait chacun un pas l'un vers l'autre pour permettre son adoption. Aujourd'hui, on nous dit, on veut bien discuter, mais enfin, c'est que sur la base du projet initial que nous, on porte, nous ici LR, nous, Parti Socialiste, nous... Mais vous aussi, vous, quel compromis vous êtes prêt à faire dans la majorité au gouvernement? Encore une fois, on l'a fait cet été, par exemple, sur la question du prix des carburants. Notamment avec les Républicains. On l'a fait sur la question des collectivités locales avec le Parti Socialiste. Ça veut dire qu'on a, de part et d'autre, revu notre copie initiale en se disant à un moment, le compromis, ça veut dire accepter aussi de renoncer parfois à ce qu'on avait envisagé initialement. Donc moi, j'attends de voir les propositions concrètes qui sont faites. Je suis aussi très attentive sur la question de la dépense publique parce que souvent, les mêmes qui disent qu'il faut réduire la dépense publique, quand on est en examen budgétaire, nous proposent plutôt en général des dépenses nouvelles. C'est rare qu'on nous propose de réduire un certain nombre de dépenses. Donc, on verra dans le cadre du débat ce qui sera proposé. Et je le redis, même si on devait utiliser le 49.3, ça n'empêche absolument pas de modifier la copie initiale et d'accepter des propositions des oppositions. Un mot sur l'amendement que vous souhaitiez déposer sur le plafonnement des droits de succession. Alors ça n'a pas franchement engendré un très grand enthousiasme dans votre majorité. Vous allez maintenir cet amendement? Alors, il n'y a pas d'ambiguïté sur le sujet.
Ce qu'on a proposé pendant la campagne présidentielle, c'est de dire qu'il faut faciliter évidemment les donations, faciliter les successions en termes d'exonération, notamment pour les classes moyennes. C'est ça qui a été dit, qui a été affirmé, et ça c'est l'engagement de notre majorité et l'engagement du gouvernement. On sait qu'on n'a pas les moyens budgétaires tout simplement de le voter pour les raisons qu'on a évoquées, notamment sur les questions énergétiques dès cette année. Donc ce que j'ai dit en tant que présidente de groupe, c'est on interpelle le gouvernement sur cette question pour réaffirmer l'engagement qui est le nôtre et qu'il n'y ait aucune ambiguïté vis-à-vis des Français sur le fait que oui, c'est un engagement de campagne et c'est un engagement de campagne qui sera tenu dans ce quinquennat, et je vous assure que... Donc ça veut dire qu'il ne sera pas déposé là? Ce sera pour plus tard. Il ne sera pas adopté maintenant, mais c'était important vis-à-vis des Français de dire clairement que les engagements pris pendant la campagne, on n'y renonçait pas, même si on le sait, on a une situation économique qui est en effet tendue vis-à-vis de notre dépense publique. Sauf que les parlementaires, les Républicains, ils veulent un amendement similaire, ils vont déposer un amendement similaire au vôtre. Est-ce que ça veut dire que là, vous le voterez? Non, parce que justement, ils demandent une réalisation immédiate et eux, ils ne demandent pas la baisse de la dépense publique. Donc, ils ne savent pas le financer aujourd'hui. Donc, moi, je redis très clairement aux Français qui ont voté pour nous, ou même s'ils n'ont pas voté pour nous, qui attendent que cette mesure entre en vigueur, oui, ce sera fait dans ce mandat. Et c'est pour ça qu'on a souhaité déposer cet amendement, pour interpeller et pour réaffirmer l'engagement qui est le nôtre. Et par ailleurs, on est des gens responsables. Et quand on est dans un moment de tension sur nos finances publiques, eh bien, on ne propose pas... Donc, vous ne soutiendrez pas les LR là-dessus? Non. Bon, parmi les mesures qui sont, les réformes d'ailleurs, qui sont présentées pour faire des économies, il y a évidemment la réforme des retraites. Il y a une consultation qui a démarré mercredi autour d'Olivier Dussopt avec les syndicats, le patronat. Quelle est l'utilité de cette consultation, tant les positions semblent bloquées sur ce sujet? Alors, est-ce que la réforme des retraites doit être faite? Pour nous, la réponse, elle est très claire, et c'est oui. Et encore une fois, le président de la République, pendant la campagne, ne s'est pas caché sur ce sujet-là. Ça a été mais vous êtes très clair là-dessus. Le principal sujet de débat de la campagne présidentielle. Sauf que les syndicats, ils sont très clairs sur le fait qu'ils ne votent pas d'un report de l'âge de départ. Donc, déjà, il y a beaucoup de choses qui doivent être discutées dans le cadre de cette réforme. Il y a non seulement la question du travailler plus, c'est-à-dire le report de l'âge légal notamment, ou la question de la durée des cotisations, mais il y a aussi dans quelles conditions on travaille. C'est la question de l'emploi des seniors notamment, c'est la question de la pénibilité, c'est la question de la prise en compte des carrières longues, des carrières dites aussi coupées, notamment des femmes, et la question enfin du minimum de retraite que l'on doit à ceux qui ont travaillé tout au long de leur vie. Donc c'est là-dessus qu'on doit pouvoir discuter avec les syndicats. Est-ce qu'on arrivera à avoir un accord unanime sur l'hypothèse même et l'opportunité d'une réforme? Je ne crois pas. Par contre, est-ce que c'est sain de discuter avec les partenaires sociaux? Je pense que la réponse est oui. Et est-ce qu'ils peuvent nous apporter des propositions, notamment, encore une fois, je pense à l'emploi des seniors? Je pense que ça, c'est essentiel que les partenaires sociaux, que les syndicats s'engagent dans cette voie. Mais il n'y aura aucun compromis, juste puisque ce qui pose problème, c'est pas tant l'emploi des seniors, c'est le recul de l'âge de départ. Il n'y aura aucun compromis de la part de la majorité du gouvernement sur le report de l'âge de départ et sur l'augmentation de la durée de cotisation. Mais s'il n'y a pas le travailler plus, il n'y a pas la capacité à financer aujourd'hui celles et ceux qui sont à la retraite. Le point de départ, c'est quand même ça. C'est pas de dire on doit faire des économies. C'est de dire, pour assurer ne serait-ce que le modèle social dans lequel nous vivons aujourd'hui, pour assurer de financer les retraites de ceux qui sont déjà en retraite aujourd'hui, parce qu'il faut quand même que nos retraités l'entendent. Et eux le savent. Ils savent que si cette réforme n'est pas engagée, si cette réforme n'est pas réalisée, ceux qui promettent de partir toujours plus tôt ne savent pas derrière financer ceux qui sont déjà à la retraite, ne savent pas financer demain le minimum de retraite pour ceux qui auront travaillé tout au long de leur vie, ne savent pas non plus prendre en compte les questions essentielles de carrière longue ou de carrière hachée, notamment pour les femmes. Donc c'est pour ça qu'on doit le faire. C'est pas générer d'abord des économies, c'est s'assurer de la viabilité sur le moyen et le long terme d'un système. Je pense que tout le monde se félicite. Personne d'ailleurs n'a demandé à changer le système. Personne ne dit aujourd'hui qu'on ne doit plus être dans un système par répartition. On aurait pu avoir une nouvelle voie. C'est pas du tout celle qu'on emprunte, mais il faut de la responsabilité. Non, mais certains à gauche demandent un retour à la retraite à 60 ans. Oui, mais enfin derrière, vous vous souvenez pendant la campagne présidentielle, quand on leur posait la question à la retraite à 60 ans, mais avec combien en durée de cotisation? Là, c'était tout de suite déjà beaucoup plus ambigu. Et puis, est-ce que vous êtes capable dans ces cas-là de maintenir le niveau des pensions actuelles? Là aussi, c'était plus ambigu, parce que la réponse, elle est claire, c'est que si c'est la retraite à 60 ans, eh bien, on ne peut pas financer aujourd'hui nos pensions de retraite, sauf à augmenter les impôts des Français. Est-ce que cette fois, vous irez au bout, quoi qu'il arrive? Vous repousserez l'âge légal de départ, quoi qu'il arrive, même si les syndicats sont contre et même si éventuellement la rue se mobilise? Mais la réponse est oui.
La réponse, c'est oui. On a reçu un mandat clair des Français sur ce sujet-là. Encore une fois, on aurait pu faire en sorte de minimiser la question, de dire, écoutez, on verra après la campagne présidentielle et les législatives, on ouvrira des négociations, tout sera sur la table, etc. Alors Emmanuel Macron, dans l'entre-deux tours, les 65 ans, il est un peu revenu dessus. Il a dit les 65 ans, c'est plus un tabou, on verra, ça sera peut-être 64 en 2028, on verra 65 plus tard. Et il a assumé, y compris dans le débat d'entre-deux tours face à Marine Le Pen, cette question de la réforme des retraites. Et cette question, on l'a assumée nous-mêmes dans nos propres campagnes législatives. Peut-être que ça nous a coûté, si on est honnête. Parce que c'était une mesure qui était difficile, qui n'est jamais la mesure la plus populaire. Mais c'est à la fois le marqueur, je crois, du courage et de la nécessité et de la volonté de la réforme, mais c'est surtout une nécessité sur le fond de pourquoi on doit le faire. On s'est beaucoup attardé, je comprends pourquoi, sur la question de la méthode, quand est-ce que cette réforme devait intervenir. Je crois que ce qui intéresse les Français, c'est surtout qu'est-ce que vous mettez dans cette réforme. Quand est-ce que moi, qui ne suis pas loin de la retraite, je pourrais solder mes droits à la retraite, par exemple. Qu'est-ce que je vais toucher, moi, comme retraite demain, alors qu'aujourd'hui, on me dit que j'aurai une toute petite pension de retraite. Est-ce que moi, en tant que femme, qui ai dû m'arrêter de travailler parfois, je serai mieux prise en compte demain? C'est tout ça qu'on doit faire avec les Français. Quand vous entendez la France insoumise dire que s'il le faut, ils déposeront des milliers d'amendements, Mathilde Panot parle même de 75 000, qu'est-ce que vous en pensez? Ils ont déjà fait ça par le passé. Je ne suis pas sûre que l'obstruction soit un bon signe de vie démocratique. Et quand je vois les propos de Jean-Luc Mélenchon qui, dans une espèce de métaphore par rapport à ce qui s'était passé lors de la Révolution française, considère qu'il faudrait faire mieux, faire mieux que d'arriver à emmener le roi et la reine, c'est quoi? C'est soit la guillotine pour le président de la République. Donc, on va le voir ce tweet, juste pour que ça soit clair pour tout le monde, parce qu'effectivement Jean-Luc Mélenchon, il appelle à une marche contre la vie chère le 16 octobre, et hier il a fait un tweet en disant le 5 et 6 octobre 1789, les femmes marchent sur Versailles contre la vie chère, elles ramènent le roi et la reine et le dauphin de force à Paris sous contrôle populaire, faites mieux le 16 octobre. C'est un appel à la sédition? En tout cas, le faites mieux, j'aimerais qu'il clarifie sa position. Faites mieux que l'usage de la force pour les ramener. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Et je ne crois pas que ce soit au niveau. D'ailleurs, un certain nombre de ses partenaires politiques l'ont rappelé à l'ordre sur le sujet. Mais je pense que Jean-Luc Mélenchon, malheureusement, depuis des semaines, si ce n'est des mois, est discrédité. Je ne comprends pas pourquoi il n'arrive pas, au sein de la France insoumise d'ailleurs, à rompre définitivement avec ses méthodes et avec lui. Je crois qu'il n'est pas crédible pour continuer à être un homme politique, parce qu'il n'est pas responsable et digne dans ses propos, et que appeler à la haine, appeler à la violence, on l'a subi dans le précédent mandat. Les élus l'ont subi dans le précédent mandat. Et je ne crois pas que la société souhaite que la violence en permanence s'installe, qu'elle s'installe dans nos débats parlementaires, qu'elle s'installe dans nos débats même télévisés, qu'elle s'installe en général partout dans la société. Et les responsables politiques ne devraient jamais plaider pour la violence. Ça veut dire qu'il n'est plus à la hauteur aujourd'hui pour vous, Jean-Luc Mélenchon? Pour moi, de manière très claire et très nette. Je crois qu'à un moment, quand on se dit républicain et démocrate, il y a des mots, des méthodes, des attitudes qu'on n'a pas le droit d'employer. Parce qu'on a valeur d'exemple. Et ça, c'est pas le tweet d'un républicain pour vous, ce tweet-là? On a valeur d'exemple quand on a été candidat plusieurs fois à l'élection présidentielle, quand des millions de Français, à un moment, ont cru au projet politique que vous portiez. Forcément, vous avez une voix qui porte et qui est entendue. Eh bien, moi, je considère qu'en effet, à partir du moment où vous appelez à la force et à la violence, vous êtes discrédité et vous n'êtes pas digne de représenter les Français. Puisqu'on parle de la France insoumise, vous avez posé une question d'actualité mardi au gouvernement, qui a un peu enflammé l'hémicycle, et notamment la France insoumise et la NUP, puisque vous faisiez allusion, sans vraiment le citer, à Adrien Quatennens, qui a reconnu avoir donné une gifle à son épouse. Vous qui prenez le dialogue, le compromis avec les oppositions, est-ce que vous regrettez cette question? Est-ce que vous êtes allé un peu trop loin? Ce que je regrette, c'est ceux qui ont continué à défendre un homme qui a reconnu des faits constitutifs de violence conjugale. Ce que je regrette, c'est là encore l'attitude de Jean-Luc Mélenchon et d'autres qui disent qu'ils ont, je cite, de l'affection pour quelqu'un qui frappe sa femme. Moi, j'ai très peu d'affection pour quelqu'un qui frappe sa femme. Alors, vous avez entendu les députés de la France insoumise qui, après cette question, vous ont répondu. Aurore Berger, elle pose une question quand c'est Adrien Quatennens, mais on l'a pas entendu quand c'était Damien Abad. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Je réponds tout simplement qu'il y a un principe qui est l'état de droit. Et que dans un cas, vous avez un homme qui a reconnu des faits qui sont constitutifs de violence conjugale. Mais il n'a pas été jugé. Il les a reconnus, mais il n'a pas été jugé. Il a reconnu des faits constitutifs de violence conjugale qui, selon moi, n'a pas sa place dès lors dans l'hémicycle. C'est la responsabilité qu'il prendra ou qu'il ne prendra pas. Pas sa place dans l'hémicycle, ça veut dire qu'il doit quitter son poste de député pour vous? Écoutez, aujourd'hui, la réponse de la France insoumise est de dire qu'il a besoin de se mettre un peu en retrait pour préparer un divorce qui est difficile. La question n'est pas de préparer son divorce aux frais du contribuable. La question est qu'à partir du moment où il a reconnu des faits de violence conjugale, est-ce qu'il est digne pour
représenter les femmes et les Français. Et puis dans d'autres cas, vous avez en effet des hommes qui ont pu être accusés, mais qui nient tous les faits qui leur sont reprochés et pour lesquels il y a une information judiciaire qui est ouverte. Moi, je ne peux pas dire avant la justice ce qui a existé ou pas. Je ne suis pas là pour établir une vérité judiciaire. Et c'est ça la différence. Et la différence aussi, c'est que moi, contrairement à la France insoumise, j'ai jamais eu comme ligne de conduite de penser qu'accusation valait culpabilité. Et j'ai jamais pensé non plus qu'en fonction des hommes ou des femmes qui étaient mis en cause, il fallait changer de discours si c'était des gens qui étaient dans notre parti politique ou qui ne l'étaient pas. Et je crois qu'ils sont mis aujourd'hui face à leurs ambiguïtés et face à leur ambivalence permanente sur ce sujet-là, parce que dès qu'ils sont directement concernés, en vérité, ils ne savent plus finalement assumer la propre ligne qu'ils ont pourtant en permanence voulu porter vis-à-vis des autres. Et encore une fois, j'ai du mal à comprendre comment on peut maintenir, garder et proclamer son affection pour un homme qui frappe sa femme, alors que... Bon, mais pour vous, il faut qu'il démissionne de son mandat. Mais ce sera sa responsabilité. À minima, son groupe aurait pu considérer qu'il pouvait être exclu de ce groupe politique. Je crois que ça aurait été un signal extrêmement clair et net, à partir du moment, encore une fois, où il a reconnu les faits. Il y aurait uniquement une information judiciaire, il nierait les faits, on serait dans une situation qui serait différente. Et je crois que alors, là... ce qui est le cas juste pour Julien Bayou. Julien Bayou, lui, il nie les faits qui lui sont reprochés. Il est accusé de violence psychologique et pourtant, il a dû démissionner de ses fonctions de secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts et de la présidence du groupe Écologie. C'est allé trop loin, ça, pour vous? Oui, et de la même manière, on a un autre dysfonctionnement. Il y a un dysfonctionnement de la France insoumise dans l'affaire Adrien Quatennens et il y a un dysfonctionnement majeur au sein du parti Europe Écologie concernant Julien Bayou. C'est-à-dire que là, on a un homme politique qui est accusé de faits qu'il ne connaît pas, dont il n'a pas le droit de se défendre, sur lesquels il n'a pas été entendu et dont on dit, même s'il l'était de toute façon, ils ne sont pas pénalement répréhensibles. Donc on a l'impression d'avoir une exécution politique, interne, qui fait appel à l'arbitraire, parce que tout d'un coup, sur un plateau de télévision, on vient dévoiler l'intimité d'une relation ou l'intimité supposée d'une relation sans que la personne mise en cause ait la moindre capacité à répondre et à se défendre. Et c'est la limite aussi de ces partis politiques qui ont voulu non pas créer des cellules qui sont là pour prévenir des risques de violences sexuelles et sexistes ou accompagner les femmes, mais qui ont voulu en interne rendre la justice. On ne rend pas la justice en interne. Ça veut dire que la cellule qui a été créée à Renaissance, qui sera présidée par Marlène Schiappa, elle ne prendra aucune décision de retrait ou de démission de personnes. Elle sera là uniquement pour écouter et ensuite elle transmettra à la justice. Elle est là pour accompagner les victimes potentielles vers la seule voie qui peut, encore une fois, mettre un terme aux souffrances qu'elles peuvent avoir, c'est-à-dire la voie judiciaire. Et Marlène donc Schiappa, ce n'est pas en interne que vous déciderez d'une éventuelle mise en retrait ou d'une démission d'une personne. Je vous assurer que Marlène Schiappa, elle n'ira jamais sur un plateau de télévision dévoiler l'intimité de tel ou tel couple, de telle ou telle personnalité politique pour l'exécuter politiquement. Par contre, elle est particulièrement attachée à la protection des femmes, à la protection des victimes, quelles qu'elles soient d'ailleurs, hommes ou femmes. Et nos cellules, elles doivent d'abord permettre ça, comme dans les entreprises. Ce sont d'abord des cellules qui doivent écouter, qui doivent prévenir, mais qui ne peuvent en aucun cas se substituer à la justice. Merci Aurore Berger. Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin, président du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale. On passe au Club des territoires.